Salut à tous, c'est Ben, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bac courte. Aujourd'hui, et plutôt en ce moment, nous sommes en pleine période de play-off, la saison arrive à son terme. Il est donc maintenant l'heure de se pencher et de débriefer sur les saisons qu'ont réalisé certains clubs. Et j'ai choisi, pour ce début de série, de commencer avec une équipe sur laquelle il y a beaucoup de choses à se dire. C'est le champion sortant, le club de LDLC Asvel. Alors, sans plus attendre, je vous propose de vous dévoiler de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Le premier point dont nous allons parler sera le domaine du volet sportif. Forcément, nous allons parler des résultats mis en comparaison avec les attentes qui ont été placées par le coaching staff en début de saison. Dans un deuxième temps, nous allons parler du domaine extra-sportif. Alors, on ne parlera pas de Limoges dans cette vidéo, mais on parlera bien de l'Asvel. Et croyez-moi, il y a du chose à dire sur ce qui s'est passé en dehors des terrains. D'autres domaines dans lesquels nous allons parler, bien évidemment, le recrutement, le jeu et le coaching qui a été montré et déployé par l'Asvel tout au long de la saison. Le projet jeune également, si vous suivez l'Asvel, vous savez peut-être que l'Asvel souhaite développer une philosophie d'exposition de jeunes joueurs et de prospects pour pourquoi pas qu'ils aillent se développer sous des cieux plus rémunérateurs en NBA. Et je pense qu'une fois qu'on aura traité de tous ces sujets-là, on pourra essayer de dézoomer et prendre de la hauteur par rapport au projet Asvel et pas simplement sur la saison qui vient de s'écouler, car c'est hyper important de également se repositionner dans un contexte un peu plus large. Et je pense qu'une fois qu'on aura traité tous ces sujets, on aura bien analysé le contexte, la saison qui vient de s'écouler et puis le futur qui s'annonce pour l'Asvel. Allez, je vous retrouve tout de suite pour parler du volet sportif. Avant de parler des résultats de l'Asvel dans les différentes compétitions dans lesquelles il était engagé, rappelons tout de même que au début de la saison, l'Asvel était sur une série de 3 titres en championnat gagnés consécutivement, ce qu'on appelle plus communément un three-peat. L'objectif très clair, annoncé en début de saison par les dirigeants, était d'essayer d'aller chercher le record détenu par Mulhouse, d'enchaîner un 4e titre de champion de France consécutif. D'autres annonces ont été faites notamment par Tony Parker, puis reprises ensuite par TJ Parker. Je vous les affiche d'ailleurs à l'écran, qui concernent l'Euroleague. Vous le savez, Nando De Colo a été la recrue phare de l'Asvel à l'intersaison de la saison dernière. Et à la suite de cette signature, Tony Parker s'est fendu de cette déclaration que vous voyez affichée à l'écran sur le fait que Tony avait déjà remporté un titre de champion d'Europe avec Nando et prévoyait en 2023 de remporter l'Euroleague. Une déclaration qui a fait couler notamment beaucoup d'encre et qui aura fait sourire également certains inconditionnels du basket français. Les attentes sont donc placées, conserver son titre de champion de France et essayer d'aller, on va pas dire remporter le titre Euroleague, mais en tout cas faire bonne figure en Euroleague. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré TJ Parker en revenant sur les propos tenus par son frère, en étant toutefois plus nuancé. Ça va être compliqué d'aller chercher, ça semblait compliqué effectivement d'aller chercher le titre d'Euroleague en 2023, mais l'objectif était tout de même de faire mieux. Et puis, au fur et à mesure que la saison avance, à mi-saison, février, mars, pourquoi pas voir où on en est et si on peut véritablement se mêler à la lutte pour les playoffs. Spoiler, ça n'a pas du tout été le cas. Voyons maintenant les résultats compétition par compétition dans lesquels l'Asvel était engagé. Commençons forcément par le championnat national, la Betclic Elite. Et là, on peut le dire, très clairement, la saison a été très poussive. Chaque année, l'Asvel nous habitue à se focaliser un petit peu plus sur la partie Euroleague et puis à être plutôt dans vraiment de la gestion en championnat. Au fur et à mesure que la saison avance, l'Asvel commence à tirer un trait progressivement sur la saison d'Euroleague et commence dans le dernier quart du championnat à monter en régime, on va dire, en championnat pour aller essayer de gratter la meilleure place possible dans le top 4 pour avoir l'avantage du terrain en play-off. Cette saison, l'impression qui a été laissée par l'Asvel en championnat a été une impression de, je dirais même pas de diesel, mais vraiment de difficulté. Certes, l'Asvel a terminé 3e du championnat,
mais il n'y a pas eu cette sensation d'avoir une Asvel rouleau compresseur comme ça a pu être le cas lors des années précédentes. C'est d'ailleurs sur les 3 dernières années de coaching avec TJ Parker à la tête de l'équipe, la moins bonne saison régulière de l'Asvel en termes de résultats. Et dans le contenu, dans le jeu déployé, et justement cette sensation de domination, eh bien des équipes ont pu jouer les yeux dans les yeux avec cette équipe de l'Asvel. Premier point, saison un peu poussive en saison régulière. Autre compétition dans laquelle l'Asvel était engagé sur la scène nationale, c'est la Coupe de France, où là le parcours a été, ma foi, on peut dire plus que correct. Il a même été très bon puisque l'Asvel est parvenu à se qualifier pour la finale, malheureusement perdu, et c'est là où le bas blesse. Certes, c'est pas mal de se qualifier pour une finale, mais quand on est l'Asvel, c'est somme toute assez logique et plutôt normal. Par contre, le résultat de la finale, outre la défaite, c'est surtout l'écart et le score fleuve où l'Asvel a perdu d'une vingtaine de points dans un match forcément retransmis à la télé, délocalisé à Bercy. On était sur une grosse affiche, on était sur l'affiche clairement de la saison entre les deux mastodontes du basket français. Et rien que dans le premier quart-temps, Monaco a pris l'avantage, a tout de suite creusé un écart et l'Asvel n'a jamais semblé en mesure, dans cette finale de la Coupe de France, eh bien, de pouvoir donner la sensation de la gagner. Et ça, c'est un vrai coup dur. Autre compétition et dernière compétition sur la scène nationale, cette fois auréolée d'un titre, et tout le crédit en revient à l'Asvel, c'est la Leaders Cup, qui, je le rappelle, est un format sous forme de tournoi dans lequel, à la mi-saison, les 8 meilleures équipes s'affrontent le temps d'un week-end dans des matchs à élimination directe. Pas de Monaco en finale, mais plutôt la JL Bourg. L'Asvel aura été sérieuse et a montré vraiment ce qu'elle a été capable de produire tout au long de la Leaders Cup, mais j'apporterai tout de même un gros point, à mon sens, de nuance, c'était que l'adversité n'était pas aussi, on va dire, élevée et la concurrence n'était pas aussi forte que prévu. L'Asvel a joué en quart et en demi-finale face à des équipes du Mans et de Boulogne-le-Valois qui étaient à ce moment-là de la saison vraiment décimées avec des joueurs absents et puis c'était pas forcément le moment de cramer vraiment de l'énergie alors que la suite de la saison arrive. Petite circonstance atténuante, mais je le rappelle, tout le crédit revient à l'Asvel dans le titre obtenu à la Leaders Cup. Enfin, the last but not least, l'Euroleague, la saison européenne de l'Asvel. Parlons-en. Il y a 2 stats qui permettent de faire le point sur la saison. La première, l'Asvel a terminé dernière d'Euroleague et surtout la stat qui fait le plus mal, et l'Asvel a notamment été raillé à cause de ça, c'est finir sur la saison avec 13 défaites consécutives. C'est-à-dire que lors du dernier quart de la saison, eh bien, à partir de là, l'Asvel n'a plus remporté un seul match. Et ça fait très mal à la tête des Villeurbanne. On y reviendra de toute façon sur la saison d'Euroleague et nous verrons quelles sont les perspectives d'amélioration, notamment de la part du jeu, de la part du coaching staff, dans le jeu, dans les résultats, dans la gestion, etc. Parce que malheureusement, les points positifs sur cette saison d'Euroleague, il y en a eu peu. Il y a eu quelques résultats, on va dire, d'éclat, un peu historiques, des victoires face à Barcelone, l'Olympiakos, etc. Mais globalement, on peut le dire, c'est une saison qui aura été relativement décevante et poussive dans n'importe quelle compétition dans laquelle l'Asvel a été engagé. Mais ça, nous y reviendrons. Parlons maintenant du domaine de l'extra-sportif. Alors, on ne parlera pas de Limoges dans cette vidéo, effectivement, mais il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé en coulisses du côté de l'Asvel. Commençons notamment avec le sujet du sponsoring. Cette saison, si vous l'avez suivi, eh bien peut-être que vous le savez, Tony Parker est un actionnaire d'une société étrangère israélienne qui produit des boissons alimentaires en poudre instantanée. Cette société s'appelle Smart Good Things, qui a notamment mis des billes au sein de l'Asvel, ce qui a notamment permis financièrement de pouvoir attirer des joueurs et des joueuses de renom tels que Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne ou encore Sandrine Gruda chez l'équipe féminine. Eh bien, il était prévu notamment que Smart Good Things renforce ses positions au sein de l'Asvel à l'avenir, mais les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu. Plusieurs partenaires, plusieurs sponsors actuels de l'Asvel, comme ça a été le cas de LDLC, ont mis en garde Tony Parker et ont dit qu'ils se méfiaient effectivement de ce positionnement et du renforcement de Smart Good Things à l'avenir dans l'actionnariat de l'Asvel.
ce qui a pu fragiliser en quelque sorte un petit peu Tony Parker. Il y a eu des rumeurs de départ, de vente de l'ASVEL par Tony Parker, qui depuis a rassuré un peu tous au bon monde et a assuré qu'il serait là, en tout cas au moins jusqu'en 2030, et qu'il avait vraiment à cœur de faire de l'ASVEL une place forte du basket français et européen. Enfin bref. Ça a été le premier point un petit peu touchy sur l'extra-sportif, mais qui a été suivi justement en allant encore plus loin sur le fait que eh bien, les contrats, puisque vous le savez, chaque club de la LNB passe devant une commission, la Ligue nationale de basket, pour faire le point sur le budget, les contrats, etc. Eh bien, il y a une partie des contrats de Nando De Colo et Geoffrey Lauvergne eh bien, qui sont directement payés en droits d'image par cette société Smart Good Things. Ce à quoi l'ASVEL a eu une sanction de la part de la LNB de devoir retirer 2 victoires et de devoir payer une amende. L'ASVEL a fait appel et s'est vu réattribuer une victoire, mais ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a notamment fait jaser du côté des clubs adverses, au final en France, puisque peut se poser la question de l'équité sportive quand tu as des joueurs comme Geoffrey Lauvergne ou Nando De Colo, plutôt Nando De Colo, puisque Geoffrey Lauvergne a été blessé une majeure partie de la saison, et on y reviendra. Et un Nando De Colo a pu performer, effectivement, a pu offrir des victoires à l'ASVEL, alors que, eh bien, financièrement, il y avait un petit imbroglio autour de son contrat. Enfin bref. Tout ça pour dire que côté extra-sportif, il y a eu plusieurs éléments, effectivement, évoqués du côté de l'ASVEL cette saison qui ont pu rajouter un peu d'huile sur le feu, alors que d'un autre côté, eh bien, la saison sportive ne se déroulait pas forcément comme ce qui était prévu. Maintenant, parlons justement de l'effectif, du coaching et du recrutement de l'ASVEL. Commençons déjà l'année dernière par les joueurs qui ont apporté satisfaction et qui sont partis, malheureusement. Un duo a été difficile à remplacer. Ça a été le duo d'arrière, Eli Okobo et Chris Jones. Duo très difficile à remplacer puisque c'était les joueurs les plus scoreurs, enfin qui amenaient le plus au scoring de l'ASVEL la saison dernière, et c'était vraiment les joueurs qui étaient les dépositaires du jeu, les joueurs qui faisaient la création. Un autre départ qui a été difficile à compenser, ça a été celui de William Howard, l'ailier shooter polyvalent qui avait été notamment décisif lors de la conquête du titre de champion de France face à Monaco. Au rayon des arrivées, eh bien, il y a eu 2 arrivées phares cette saison. Nando De Colo et Geoffrey Lauvergne, 2 arrivées qui ont fait parler dans le basket français parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas que l'ASVEL pouvait attirer ce type de joueur. Pour le reste, comme chaque saison, on y est habitué maintenant, l'ASVEL a dû faire des paris. Jonah Matthews est arrivé, un scoreur au poste 2 en provenance de Turquie. Parker Jackson Cartwright, qui sortait d'une saison exceptionnelle au relais d'un titre de MVP de Bundesliga. Et puis Retin Obaswan, l'international belge. Tout ceci accompagné de Anthony Polite, un vrai pari, un vrai pari pour le coup. Et Yves Ponce, qui a été formé en NCAA, mais qui sortait d'une saison où il a alterné NBA et G-League, notamment du côté de Memphis. Maintenant, en termes de jeu, c'est vrai, il y a eu des circonstances atténuantes, mais très tôt, Geoffrey Lauvergne s'est blessé et son absence a mis du temps vraiment à être compensée. Alors, est-ce que c'est une absence de réactivité de la part de la cellule de scouting? Est-ce que le marché était vraiment trop calme? Mais l'absence de Geoffrey Lauvergne a mis des semaines de mémoire à être compensée par l'arrivée d'Alex Taius. Et en attendant, même si Youssouf Afal a bien tenu la baraque, il y avait clairement un manque de densité, un manque d'impact et un manque de solution, notamment, et on y reviendra, du fait de le manque d'utilisation de certains joueurs. Admin Noah, Yves Ponce, etc. Côté défense, de ce côté-là, on sait que c'est l'ADN de l'ASVEL, l'intensité défensive qui est déployée, il n'y a pas grand-chose à dire. L'ASVEL a très bien défendu, ça a d'ailleurs été une des équipes qui a concédé le moins de passes décisives sur la scène nationale. Donc là-dessus, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Offensivement, par contre, c'est pas la même limonade. L'ASVEL a eu énormément de difficultés à scorer, et si on fait une parallèle efficacité défensive, efficacité offensive, si l'ASVEL concède très peu de passes décisives, eh bien les paniers marqués sur nombre de passes décisives, ça a été une des pires équipes de la saison d'Euroleague, justement dans cette statistique-là. Très peu de paniers
qui sont venus de passes décisives, une difficulté vraiment à créer du jeu, et on s'en remettait quasiment exclusivement à des exploits individuels, soit de D-Boss, mais il y en a eu assez peu côté D-Boss, mais surtout de Nando De Colo. Et forcément, Nando, au bout d'un moment, il a été très bien ciblé par les défenses adverses. En termes de jeu, de gestion de l'effectif également, il y a des choses à dire. Les choix de coaching de TJ Parker ont parfois été reprochés, notamment à l'utilisation de certains joueurs. Commençons par Yves Pons. Première saison dans le basket européen, on va dire, mais il a clairement montré des vrais flashs. C'est un joueur avec un profil hyper athlétique, hyper explosif, une machine à highlight, avec sa capacité à prendre de l'élan pour dunker, à contrer également. Il a montré qu'il était capable de tenir des joueurs comme Victor Wembanyama défensivement, et même, on l'a vu en play-off, il a pu dominer et apporter de vraies choses, une vraie plus-value offensivement avec sa capacité à s'écarter, à pouvoir mettre quelques tirs à 3 points, et puis à être un energizer, effectivement, qui peut amener de l'impact, du tonus et du boost à son équipe. Son temps de jeu a été régulièrement ciblé par les critiques. Il y avait une espèce d'irrégularité, on va dire, ou plutôt de régularité, au contraire, dans les choix de coaching et de choix de gestion de son effectif de TJ Parker cette saison. Mais c'est vrai que le temps de jeu d'Yves Pons a posé question. Pourquoi, après de bonnes prestations, après de bonnes séquences au sein même d'un même match, Yves Pons va passer 10-15 minutes, voire une mi-temps complètement sur le banc à ne pas jouer? On sait qu'un jeune joueur a besoin de jouer pour s'exprimer, a besoin de jouer pour progresser, pour évoluer tout au long de la saison. Et on peut dire que de ce côté-là, il n'y a pas eu d'évolution dans l'utilisation d'Yves Pons tout au long de la saison. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable. D'ailleurs, ça commence à devenir quelque chose de récurrent. Souvenez-vous, les années passées, il y avait des joueurs du profil également d'intérieur explosif, athlétique, qui avaient des temps de jeu relativement faibles aussi avec ce coaching staff. On peut penser à Kevarius Hayes, on peut penser à Kostas Antetokounmpo, etc. Alors, les situations n'étaient pas les mêmes, mais c'est un point d'attention qui est souvent ressorti cette saison. On peut le dire également, la qualité du jeu proposé par l'Asvel a montré des limites, tant en Euroleague qu'en Betclic Elite, et ces limites sont véritablement vues en play-off, notamment avec l'absence de Nando De Colo, qui était le dépositeur et le créateur du jeu. On l'a vu, face aux Mets 92, une équipe pas forcément très expérimentée, mais qui possède une bonne défense, l'Asvel a eu énormément de mal à se créer des situations, à générer des passes décisives, en l'absence de son maître à jouer, qui était, je le rappelle, Nando De Colo. Certes, il y avait un manque de création de jeu, de passing game sur les postes intérieurs, mais à l'extérieur, avec des joueurs qui ont de la qualité, comme Jonah Matthews, un scoreur, avec D-Boss, qui est censé pouvoir mener une équipe, qui a un niveau de jeu, on va dire, proche du niveau BCL Eurocup. Retino Bassoane, qui est un international belge, il y avait quand même de quoi faire. Et là-dessus, on peut se poser la question, est-ce que TJ Parker a vraiment réussi à tirer le maximum, à tirer la quintessence, on pourrait dire, de son effectif? La question se pose. En tout cas, il y a eu des lacunes, clairement, dans la création et dans le jeu offensif, qui ont été mises en exergue, d'autant plus lors des playoffs. C'est notamment un point qu'on peut mettre en parallèle avec les dernières saisons, où l'Asvel a semblé moins en difficulté sur la création, dans la gestion du ballon, pour aller scorer, mais c'était peut-être au final, si on fait le comparatif, est-ce que c'était pas uniquement, ou presque uniquement dû au fait que l'Asvel avait des joueurs de talent supérieur, dominants, et surtout une paire de meneurs arrière dominants sur le backcourt. Rappelez-vous, sur les 2 dernières saisons, TJ Parker a pu bénéficier de joueurs tels que Thomas Hurtel, Norris Cole, Elio Kobo, Chris Jones, que des joueurs effectivement au talent supérieur qui permettent de faire la différence tant en Betclic Elite, tant en Euroleague. Cette saison, hormis Nando De Colo, qu'il a fallu économiser également lors de certains matchs, soit en Euroleague, soit en Betclic Elite, et bien derrière, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est là où justement le coaching de TJ Parker devait, en tout cas aurait dû, permettre à certains joueurs d'exprimer leur potentiel au maximum de leur capacité. On pense notamment à Jonah Matthews, qui est un scoreur qui a des qualités certaines au shooting, au scoring, moins dans la création. Il aurait fallu qu'il soit bien servi, il aurait fallu qu'il soit bien utilisé. C'est des points sur lesquels
le coaching staff de l'ASVEL va devoir se pencher, en tout cas pour les mois et pour les saisons qui viennent. Le projet jeune, parlons-en. Vous le savez peut-être, peut-être pas, mais Tony Parker a développé ce qui s'appelle la Tony Parker Adequa Academy, une académie qui va permettre, et d'ailleurs la formation de l'ASVEL le fait très bien aussi, mais de développer des joueurs pour qu'ils puissent venir nourrir directement le centre de formation de l'ASVEL et par la suite intégrer le monde professionnel du côté de l'ASVEL ou du côté de sa filiale qui évolue en National 1, le Lyon SO. Ces dernières années, plusieurs prospects sont passés par les rangs de l'ASVEL. On va commencer par évoquer par exemple les plus, on va dire ceux qui ont le plus réussi ces dernières saisons. Théo Malédon, qui évolue dorénavant à NBA du côté des Charlotte Hornets. Mathieu Strazel, qui évolue cette saison du côté de Monaco. Stéphane Gombeau, qui évolue à Nancy, etc. Et puis, on va dire en point d'orgue, on peut rappeler historiquement qu'il y a 3 ans, Victor Wembanyama, il y a 2 ou 3 ans, Victor Wembanyama a fait le choix de quitter Nanterre, le club dans lequel il a été formé, pour rejoindre les rangs de l'ASVEL, pour progresser individuellement, avec un coach individuel qui est Joseph Gomis, dédié à son développement individuel, et pour également se confronter aux joutes et au niveau de l'Euroleague. À la fin de cette saison-là, Tony Parker avait déclaré vouloir faire de Victor Wembanyama le centre de son projet. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Victor Wembanyama a décidé de quitter l'ASVEL au terme d'une saison pour aller du côté des Mets 92 où il allait pouvoir trouver Vincent Collet. Le départ de Wembanyama a fait couler là aussi un peu d'encre. On s'est demandé pourquoi. Eh bien, plusieurs raisons ont été avancées. D'une part, le fait de pouvoir retrouver, on va dire, son cocon familial. Le fait également qu'il n'était pas forcément satisfait de sa collaboration avec TJ Parker et de son évolution. Et puis, le fait d'évoluer dans un contexte et un environnement qui, peut-être pour lui semblait plus propice. Avec une équipe véritablement orientée et construite autour de lui, avec les responsabilités qui vont avec un seul match par semaine, donc ne pas avoir à gérer les déplacements au Portel, à Strasbourg, à Rouen, etc. Puis en semaine, aller en Turquie, en Russie et je sais pas où en Euroleague. Bref, au Mets, Victor Wembanyama avec l'opportunité de se consacrer à son développement, à son travail individuel, à muscler son corps, effectivement, et à le renforcer en ayant l'assurance de jouer beaucoup un match par semaine. Enfin bref, première désillusion pour le clan Parker. Cette saison, un autre jeune joueur a pointé le bout de son nez et est considéré comme un top prospect pour la draft 2024, c'est Zachary Rissaché, qui a joué, qui s'est un peu montré en Euroleague, qui a eu quelques flashs intéressants, et avant même que la saison se termine, Tony Parker a annoncé devoir construire justement la saison prochaine autour de Zachary Rissaché. Alors peut-être pas construire, mais en tout cas en faire un axe majeur de développement pour l'ASVEL. Eh bien, avant même, là aussi, que la saison se termine, Zachary Rissaché a annoncé publiquement dans les médias qu'il ne resterait pas à l'ASVEL, avançant là aussi des incompréhensions, ou en tout cas des doutes quant au fait qu'il continue à évoluer sous les ordres de TJ Parker. Donc, comme le dirait le principal intéressé, je vous laisse faire l'analyse. Et tout ça pour dire que ça fait une deuxième désillusion, coup sur coup, année après année, pour le clan Parker dans sa philosophie de vouloir exposer des jeunes pour qu'ils soient ensuite draftés en NBA. Le message renvoyé n'est pas des plus positifs, et surtout, ce ne sont pas les seuls cas isolés. Mathieu Strazel, que j'évoquais, a été formé à l'ASVEL et a décidé d'aller s'exporter, on va dire, chez le concurrent ultime qui est Monaco. Kylian Malouaya est un autre prospect qui est parti, et puis on pourrait encore en citer d'autres. Donc, l'ASVEL a ce projet de pouvoir développer des jeunes. Maintenant, il n'a pas encore pu récolter les fruits de ses investissements. Et surtout, il n'a pas réussi à aller au bout. Et ça, on peut considérer que c'était clairement des échecs. De ne pas réussir à conserver Zachary Rissaché, de ne pas réussir à conserver Victor Wembanyama, qui est quand même le prospect ultime. On peut dire que là aussi, des enseignements sont attirés par l'équipe dirigée par Tony Parker. Maintenant, quelle est la suite du projet pour l'ASVEL ? L'ASVEL se doit de tirer des enseignements de cette saison et pour ce faire, il faut prendre de la hauteur et repositionner cette saison
pas sur une échelle vraiment court terme, mais plutôt à l'échelle du projet global. Et on sait que l'Asvel a l'habitude de construire dans la stabilité et la durée. Ça, c'est déjà un point positif. Coucou Limoges. On le sait, depuis plusieurs saisons, l'Asvel a tendance à construire des French teams, ce qu'ils ont d'ailleurs continué de faire avec les arrivées de Nando De Colo et Geoffrey Lauvergne. L'Asvel souhaite nourrir des ambitions en Euroleague et un point phare du projet de Tony Parker était la construction d'une arena. Eh bien, figurez-vous que l'Asvel, à compter de fin 2023, va pouvoir disputer une vingtaine de matchs la saison prochaine dans cette arena, qui ne sera pas exclusivement liée au basket, mais en tout cas, l'Asvel va pouvoir y rentrer. Ça peut permettre de faire franchir un cap à l'Asvel, de gagner plus de recettes de billetterie, d'attirer peut-être plus de sponsors, de partenaires et de, pourquoi pas, faire augmenter le budget et la masse salariale du club. Et on l'espère pouvoir être plus ambitieux et plus performant en Euroleague que cette saison. Sur la scène nationale, on le sait, hein, Monaco est le concurrent principal qui construit à vitesse grand V, qui construit à coups de billets des effectifs pléthoriques, et l'Asvel n'est plus que jamais challengé à ce niveau-là. Maintenant, un élément qui pourrait jouer en faveur de l'Asvel, si vous avez suivi les actualités récentes, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la possible instauration d'un salary cap. Les dernières rumeurs font état que, bon après bluff ou pas bluff, l'avenir nous le dira, mais Monaco réfléchit pour éviter de payer des sanctions financières trop importantes, de construire peut-être 2 équipes. Une équipe Euroleague et une équipe uniquement dédiée à la Betclic Elite, composée de jeunes espoirs, peut-être de jeunes talents, et majoritairement de joueurs français. Cela pourrait permettre à l'Asvel de venir concurrencer et de se remettre plus ou moins au niveau de Monaco, mais ça, on verra, on n'en est qu'à un stade de rumeurs et de réflexion. Maintenant, voilà, la saison qui arrive va tout de même être importante pour l'Asvel, à la fois parce qu'il va falloir aller récupérer le titre de champion de France, et parce que côté Euroleague, même si l'Asvel détient une licence A qui lui permet de continuer à évoluer en Euroleague pendant encore 7 ou 8 ans, eh bien, ce statut pourrait être remis en question en cas de stagnation d'une équipe dans les bas-fonds de l'Euroleague. Et l'Asvel vient de faire une saison, allez, on va le dire, dramatique, cataclysmique à ce niveau-là en terminant dernier. Il ne faudrait pas que cette chose-là se reproduise. Notamment quand on sait que eh bien, les places en fonction des pays sont plus ou moins limitées, attribuées, etc. Et que eh bien, le Paris Basket construit un projet qui pourrait séduire l'Euroleague. Il ne faudrait pas que l'Asvel voit cette performance stagner et être dans les bas-fonds de l'Euroleague très longtemps, car eh bien, l'Euroleague pourrait peut-être changer son fusil d'épaule. Maintenant, il y a une autre grande question que les dirigeants de l'Asvel doivent se poser. C'est notamment une question qui arrive peut-être au bon moment, car on est dans une restructuration du coaching staff. Vous avez peut-être vu les informations passer, mais le premier adjoint de TJ Parker à la tête de l'équipe, qui est Morgan Bennou, va se lancer en tant que head coach et va prendre l'équipe de Lorient en National 1. Et l'assistant vidéo, qui faisait partie également du coaching staff, Brian George, eh bien, va s'envoler en NBA sous les ordres de Quinn Snyder aux Atlanta Hawks. Il va falloir recomposer un petit peu ce staff et c'est peut-être le bon moment pour se poser la question pour le projet que Tony Parker souhaite mettre en place à l'Asvel pour les prochaines années, on va dire. Est-ce que le coaching staff qui va être envisagé pour la saison 2023-2024 va être le coaching staff qui va permettre à l'Asvel de franchir un cap? Et quand je parle de franchir un cap, c'est pas sur la scène nationale où là les moyens surdimensionnés par rapport aux autres clubs. Forcément, avec n'importe quel coaching staff, on va dire, ça permettra à l'Asvel de toujours être positionné dans l'élite. Là, je parle vraiment d'Euroleague. Comment performer en Euroleague? Certes, il faut attirer des grands joueurs, mais il faut aussi que ces grands joueurs soient bien coachés, soient bien entourés, qu'il y ait de l'expérience. On le sait, tous les grands clubs qui réussissent en Euroleague ont des coachs référencés, expérimentés, ce qui n'est pas le cas du coaching staff de l'Asvel. TJ Parker en tête de file, qui a lancé sa carrière de coach il y a 3-4 ans. Hein. Allez, c'est pas suffisant, il n'est pas assez expérimenté, et surtout, il y a eu des gros doutes qui ont été menés et, on va dire, exposés justement par cette saison. D'une part, dans la gestion d'un effectif type Euroleague, avec 10, 11, voire 12 joueurs, TJ Parker a montré des limites dans la gestion de ses joueurs de rotation.
On peut parler de l'utilisation des joueurs intérieurs qui ont un profil plutôt athlétique. On peut parler d'autres joueurs de rotation comme Paul Lacombe qui est parti en cours de saison, Anthony Pollard qui est parti en cours de saison et qui a performé ensuite dans une équipe d'Eurocup. Antoine Dio également qui vient de signer à la Chorale de Rouen. Enfin bref, TJ Parker a du mal à s'appuyer sur un noyau du 10-11 joueurs et à pouvoir tirer le maximum de ces joueurs de rotation. Et on le sait, hein, dans des saisons à 60, 70, 80 matchs, pour des équipes qui disputent à la fois l'Euroleague et les compétitions nationales, il faut pouvoir s'appuyer sur un effectif profond et impliquer tout le monde. Il y a des césures, il y a des blessures en cours de saison. Il va falloir les compenser au fur et à mesure de la saison. Il va falloir avoir des facteurs X, des role-players qui apportent. Et ça, l'Asvel a eu du mal vraiment à s'appuyer sur des facteurs X et a été trop dépendante des exploits individuels et surtout du niveau de performance de Nando De Colo. Des incertitudes qui sont aussi accentuées par le fait que, d'un autre côté, l'Asvel a un projet jeune. L'Asvel a un projet jeune et malheureusement, les prospects qui sont passés ces dernières années par les mains du coaching staff et notamment de TJ Parker ont remis en cause effectivement cette collaboration. Alors, est-ce que cela peut fragiliser TJ Parker? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est peut-être le bon moment pour Tony Parker et l'équipe dirigeante de se reposer des questions par rapport au cap que peut faire passer le coaching staff qu'ils vont mettre à la tête de l'équipe professionnelle la saison prochaine en Euroleague. En conclusion, 50 surprises. Je pense que comme la majorité d'entre vous, je pense que la saison de l'Asvel est globalement décevante, même si on ne peut pas toujours gagner à tous les coups. La qualité du jeu proposé, la gestion effectivement de la rotation ont fait que on peut clairement s'attendre à du mieux et qu'il aurait dû y avoir du mieux côté Asvel. Autre point qui renforce ce sentiment de saison décevante, ça a été toutes ces histoires de communication, de faits extrasportifs autour des histoires de contrats, des déclarations un peu maladroites, à la fois dans la forme mais aussi dans le timing, de la part de Tony Parker, parfois même de TJ Parker, presque décrédibilisantes, j'ai envie de dire, notamment du fait que, on peut se rappeler, il y a 3 ans, Zvezdan Mitrovic a été viré. Le principal argument qui a été apporté par Tony Parker a été le fait qu'il entachait quelque peu l'image de l'Asvel. Cette saison, on peut le dire, ces faits extrasportifs qui sont arrivés et ont également entaché l'image de l'Asvel, donc ça la foire un peu mal. Et puis, en dehors de ces histoires de contrats, toute cette communication autour du développement des jeunes, autour du fait de vouloir construire l'avenir, les effectifs autour de Victor Wembanyama, quand tu viens recruter Nando De Colo et Geoffrey Lauvergne, que tu fais la même chose en cette fin de saison avec Zachary Rissaché, et qu'à chaque fois, ces prospects directement font le contre-pied et annoncent leur départ, ne valident pas forcément aussi le choix de la personne que tu as décidé de mettre au coaching. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que il y a des éléments un peu difficiles à gérer, je pense, pour la structure encadrante de l'Asvel et qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Et comme je l'ai déjà dit, on est dans une logique de reconstruction, plutôt de refonte du coaching staff actuel. C'est peut-être le bon moment pour se poser ces questions-là. Maintenant, voilà, on arrive en fin de vidéo et je suis extrêmement intéressé par savoir, vous, quel est votre sentiment par rapport à la saison que vient de vivre l'Asvel. Et en prenant en considération le projet global de ce qu'essaye de mettre en place Tony Parker, avec avoir des ambitions en Euroleague et dans la conquête d'un titre prochain en Betclic Elite, voire peut-être même en Euroleague, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tous ces éléments-là? Et n'hésitez pas également à me dire si ce format de vidéo débrief et analyse de la saison en cours vous plaît et n'hésitez pas également à me suggérer des idées de prochaines vidéos ou de prochaines équipes sur lesquelles je pourrais également faire une analyse. Voilà, je vous laisse profiter des prochains matchs qui auront lieu de ces finales de playoff de Betclic Elite et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.